Quand on dit Marcel Pagnol, on pense tout de suite au soleil, à la Provence, au son des cigales. Mais Pagnol, c'est tellement plus qu'une simple carte postale. C'est l'histoire d'un auteur qui a conquis Paris, d'un visionnaire qui a carrément réinventé le cinéma, et d'un homme qui, au fond, n'a jamais vraiment quitté les collines de son enfance. Allez, on va voir ensemble comment il a fait de ce petit coin de Provence un monument de la culture française. Et tout commence avec ses propres mots, bien sûr. Cette phrase, ce n'est pas juste le début d'un livre, c'est une promesse, une sorte de déclaration d'amour à sa terre natale, scellée dès la naissance. Le décor est posé dès le départ, et ce décor, eh bien, ça va être l'âme de toute son œuvre. Alors, première étape de notre voyage, l'enfant du Garlaban. Parce que pour comprendre Pagnol l'homme, il faut d'abord revenir là où tout a commencé, au cœur de ce paysage qui a tout inspiré. Imaginez un peu le tableau. On est en 1895. Le petit Marcel grandit entre un père, Joseph, instituteur, très à cheval sur les principes laïques de la République, et une mère, Augustine, couturière, tout en douceur. C'est un gamin surdoué, hein. Il dévore les livres alors qu'il a à peine 3 ans. Mais sa vraie école, son université à lui, c'est la Garrigue. Ce sont les vacances passées à la Bastide-Neuve, ce lieu qui deviendra plus tard le paradis perdu et retrouvé de ses souvenirs d'enfance. Deuxième partie, la conquête de Paris. Forcément, les collines, c'est magnifique, mais pour un jeune homme aussi ambitieux, ça finit par devenir un peu petit. Pagnol a d'autres rêves en tête, et pour ça, il faut monter à la capitale. Et alors là, son ascension, c'est juste fulgurant. En même pas 10 ans, il passe du prof un peu anonyme à la star des théâtres parisiens. 1928, sa pièce Topaz, c'est un carton monumental. Mais le vrai tournant, c'est 1929, avec Marius. Là, Pagnol a un coup de génie. Il comprend que l'accent, la chaleur, les histoires de Marseille, ça peut totalement séduire le cœur de Paris. Et voilà le moment clé. En 1927, il fait le grand saut. Il plaque tout. Fini le poste de prof, la sécurité de l'emploi, il parie tout sur son écriture. C'est un acte de foi, un vrai risque. Mais ce pari, non seulement il va le gagner, mais ça va changer sa vie du tout au tout. On en arrive à la troisième partie, la révolution du cinéma parlant. Alors qu'il est au sommet de sa gloire au théâtre, une invention va venir tout chambouler, une vraie révolution. L'histoire, elle bascule en 1929, à Londres. Pagnol va voir un film américain, Broadway Melody. Et là, c'est le choc, la révélation. Il voit des personnages parler sur un écran, et il comprend tout de suite que l'avenir est là. Pour lui, c'est une évidence. Le théâtre est mort, vive le cinéma. Et Pagnol, il ne voit pas les choses à moitié. Son ambition, elle est démesurée. Il ne veut pas juste faire des films. Non, non. Il veut tout maîtriser, de A à Z, de l'écriture à la diffusion. Son rêve, c'est de créer son propre Hollywood provençal, son royaume du cinéma, chez lui, au milieu de ses chères collines. Et ce n'est pas qu'un rêve, il le fait. Pagnol devient un véritable homme d'affaires, un producteur indépendant bien avant que ça soit à la mode. Il adapte sa propre trilogie et c'est un succès phénoménal. Il impose ses acteurs fétiches, les grands Raimou, Fernandel. Il crée un style de cinéma qui n'appartient qu'à lui, un cinéma où la parole est reine et l'accent une mélodie. Il devient en quelque sorte le premier vrai auteur du cinéma français. Quatrième partie, l'épreuve de la guerre. Malheureusement, cette incroyable aventure va être brutalement interrompue par l'histoire, avec un grand H, la Seconde Guerre mondiale. Là, comme pour beaucoup d'artistes à l'époque, c'est le dilemme. Un dilemme terrible. Qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue de travailler sous le contrôle de l'occupant, du régime de Vichy, ou est-ce qu'on se tait? La réponse de Pagnol, elle va être subtile, mais très claire. Face à la pression, Pagnol ne plie pas. Il va résister, à sa façon. D'abord, il refuse, mais catégoriquement, de bosser pour la Continentale, la société de production contrôlée par les nazis. Il va même jusqu'à vendre ses propres studios pour pas que les Allemands mettent la main dessus. Et puis, il y a ce geste qui est peut-être le plus incroyable, il transforme son domaine en une plantation d'œillets. Ça a l'air de rien, mais en faisant ça, il sauve toute son équipe du STO, le service de travail obligatoire en Allemagne. C'était des actes concrets, courageux, qui montrent bien qui était l'homme derrière l'artiste. On passe à la cinquième partie, le temps des souvenirs. La guerre est finie, une nouvelle page se tourne. C'est l'heure des honneurs, bien sûr, mais aussi, et c'est plus étonnant, l'heure d'un grand retour en arrière. Et quel honneur! En 1946, c'est la consécration ultime. Marcel Pagnol est élu à l'Académie française. C'est historique. Pourquoi? Parce que c'est le tout premier cinéaste à entrer sous la coupole. En fait, en l'accueillant, les immortels ne font pas que reconnaître son talent d'écrivain. Ils disent au monde entier que le cinéma, eh bien, c'est un art majeur. C'est le cinéma qui entre à l'Académie avec Pagnol ce jour-là. Ce tableau, il résume bien les deux carrières de Pagnol.
Après la guerre, il refait quelques films, bien sûr, mais on sent que le cœur n'y est plus vraiment. Le monde du cinéma a changé, Pagnol aussi, et tout doucement, il va s'éloigner des plateaux de tournage pour retrouver une vieille amie, la page blanche. Et c'est là qu'arrive le deuxième grand miracle de sa carrière. En se plongeant dans ses souvenirs, il ne fait pas que regarder dans le rétroviseur, non. Il atteint un nouveau sommet. La gloire de mon père, le château de ma mère, ses livres deviennent des best-sellers absolus. C'est ce qui va le faire entrer, pour de bon cette fois, dans le cœur de tous les Français. Et on arrive à notre dernière partie, un immortel provençal. Alors, aujourd'hui, qu'est-ce qui reste de Marcel Pagnol? On va voir que son héritage est immense, bien plus grand qu'une simple collection de films et de livres. Regardez ce chiffre, 234. Qu'est-ce que c'est? Eh bien, en 2015, c'était le nombre d'écoles, de collèges et de lycées en France qui portaient le nom de Marcel Pagnol. C'est énorme. C'est la preuve la plus concrète de son statut d'icône. Le fils de l'instituteur est devenu lui-même une référence pour des générations et des générations d'élèves. Cette phrase du grand critique André Bazin, elle résume tout. Bazin a compris quelque chose d'essentiel sur Pagnol. Il n'a pas fait du théâtre filmé comme certains le disaient à l'époque. Pas du tout. Il a inventé un cinéma où le dialogue, ce n'est pas juste du texte, c'est l'action. Sa caméra, elle servait à capter la vérité d'un visage, l'émotion d'une voix, l'authenticité d'une parole. Alors au final, qui était vraiment Marcel Pagnol? L'écrivain, le dramaturge de Marius, le cinéaste de La femme du boulanger ou le conteur de La gloire de mon père? La vérité, c'est qu'il n'y a pas à choisir. Il était tout ça en même temps. Un raconteur d'histoires de génie qui, qu'il tienne une plume ou une caméra, n'a jamais suivi qu'un seul chemin, celui de l'amour de ses personnages et de la lumière de sa Provence.